Salut Olivier, ravi de t'accueillir sur le podcast e-commerçant. Ouais, salut Pierre-Baptiste. Eh bien, Merci écoute, de l'invitation. aujourd'hui, on va parler SEO. C'est un grand plaisir de t'avoir parce que ça fait quoi? Ça fait combien de temps que tu fais du SEO, toi? Plusieurs années déjà maintenant, non? Ah ouais, je fais partie des bons dinosaures, moi. J'ai commencé allez, on va dire 2002, donc ça fait bien, allez, on va tasser ça sur 20 ans. Ouais, donc tu as quand même connu l'évolution du SEO ces dernières années enfin, en fait, même toutes les évolutions de Google et des meilleures techniques, les techniques Black Hat et White Hat et tout ce qu'il faut de SEO. Exactement. Ouais, Euh, ouais, on en est à, je sais pas moi, au moins à la troisième période. Allez, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais ça a mais bougé, ouais. Écoute, ce que je te propose dans ce podcast, c'est qu'on puisse donner à nos auditeurs un maximum d'informations sur ce qu'est le SEO en e-commerce en 2023 et puis même pour les prochaines années. Tu vois, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années. Je te propose aussi qu'on puisse parler un peu de technique, un peu de contenu aussi SEO. On va en reparler un peu ensemble, mais il y a des piliers quand même fondamentaux dans cette discipline. Mais avant d'attaquer cette partie technique, j'aimerais bien qu'on puisse parler un peu de toi, que tu puisses me dire d'où tu viens, quel est un peu ton parcours et comment tu es arrivé en fait au SEO à la base. Curieux de savoir et savoir un peu ce que tu fais aujourd'hui. Ok, ben on va revenir loin, loin en arrière alors. Donc, bon, moi j'ai une formation d'ingénieur. Je suis sur Toulouse et donc pas très original. Ben, je travaillais dans le spatial. Donc, pour être plus précis, je travaille sur des algorithmes de compression d'images. Donc JPEG pas tellement de secret pour moi. Voilà. Et puis je me suis intéressé au web dès quasiment quand il est arrivé. Donc j'ai dû faire mes premiers sites vers 96-97. Voilà, ça commence à vraiment être vieux. Et puis en 2002, j'ai créé le site Web Rank Info, qui était un site de pur passionné, parce que ça faisait déjà 4-5 ans que je m'intéressais au référencement, en tout cas à Google, qui était tout jeune. Et puis j'ai eu un succès fou, en fait. Il y avait très peu de sites en France à l'époque qui parlaient du SEO. Et j'ai lancé un forum notamment, et il y a eu des grandes années, on va dire, parce que maintenant, bon, il y a eu les réseaux sociaux, mais il y a eu les 5-10 ans où il y avait beaucoup de monde sur le forum WebRank Info, et dès que Google bougeait, on venait en parler, quoi. Voilà. Et puis, comme j'ai eu des demandes assez vite en fait, de consulting, alors même que c'était un site amateur au design catastrophique et que j'avais aucune offre, qu'on me demandait et que ça me plaisait, bon voilà, j'ai lâché mon boulot d'ingénieur et puis je me suis mis à commencer à faire du consulting. Voilà, c'était en 2003 que j'ai lancé l'offre WebRank Expert, c'est le nom de mon offre professionnelle. Et Donc voilà comment je suis arrivé. Ok, c'est intéressant de passer d'ingénieur à expert du SEO. Enfin, tu vas me dire, il y a quand même un peu de technique dans les deux, donc c'est peut-être pas Ouais. totalement, totalement à côté de la plaque. Et du coup, depuis, tu as fait quoi? T'as développé un peu WebRank Info. Comment tu as fait évoluer les choses à ce niveau-là? Alors, il y a deux constantes. C'est WebRank Info qui existe toujours et que je maintiens à jour tant que je peux. Je suis tout seul dessus d'ailleurs. Et puis l'autre chose, c'est du consulting. Donc, je continue d'avoir un pied aussi dans le consulting, le conseil avec des clients. Donc, j'en ai pas non plus un nombre fou parce que j'ai d'autres activités en parallèle de ça. C'est que j'ai cofondé une autre entreprise qui s'appelle Ranking Metrics. Pas très longtemps après, ça devait être vers 2005-2006. Et avec deux associés. Et on a fait pas mal de formations, notamment. Je pense qu'on a été peut-être ceux qui ont formé le plus de monde au SEO en France. Vraiment des milliers de personnes, hein, de 2006 au Covid, voilà, pour être clair. Donc ça a été absolument top. J'adore transmettre en fait mes compétences. Donc ce podcast en est aussi l'occasion et ça me fait plaisir. Voilà, rencontrer plein de monde, discuter, voir tous les cas de figure, les détails. C'est vraiment sympa, quoi. Et puis se mettre à jour en permanence.
au fur et à mesure que Google bouge. Voilà. Donc ça, la formation, ça a été un gros point. Mais là, je l'ai mis pour l'instant de côté parce que j'ai fait un autre projet, toujours dans Rankimetrics, qui s'appelle MyRankimetrics, qui est un outil en ligne d'optimisation du référencement naturel, évidemment. Donc voilà, en gros, c'est des outils qu'on peut utiliser en SaaS, en self-service, quoi. Et voilà, peut-être qu'on en reparlera. On en reparlera tout à l'heure. Donc voilà, toutes mes activités, c'est l'édition de sites WebRankInfo, le consulting, et puis maintenant les outils SEO. Voilà. Clairement, tu dois pas t'ennuyer avec tous ces projets en parallèle. L'idée du coup de ce podcast, c'est de pouvoir, en même temps de parler de SEO, on va pouvoir tester tes compétences pédagogiques bien entraînées depuis ces dernières années. Peut-être déjà, avant de commencer, est-ce qu'on peut, tu pourrais nous expliquer un peu ce qu'est le SEO, c'est quoi un peu les différents piliers du SEO pour qu'on puisse bien comprendre sur quoi on part. D'accord. Donc SEO, déjà, ça veut dire Search Engine Optimization, donc l'optimisation pour les moteurs de recherche. C'est un peu par opposition à SEA, ou SEA, si on prononce à la française, qui est en fait l'achat de publicité sur les moteurs de recherche. Donc en gros, Google Ads, Bing Ads. On pourrait aussi parler d'ailleurs avec ces sigles d'autres trucs, d'optimisation sur les réseaux sociaux. Donc à une époque, on avait un peu parlé de SMO, Social Media Optimization, sachant que là aussi, ça peut être aussi bien organique que publicitaire. Tout ça est devenu tellement complexe, chacune de ces familles, qu'il y en a qui ont décidé de se spécialiser, ça a été mon cas. Et donc moi, c'est que le SEO. Donc le SEO, on s'intéresse aux résultats non publicitaires sur Google, qu'on appelle dans notre jargon organique ou naturel. Mais c'est le mot organique qui revient plus souvent maintenant. Voilà, donc les résultats naturels ou organiques, c'est quoi le but ? C'est d'essayer d'être en haut de ces résultats, mettons dans le top 3 si on veut vraiment le maximum de clics. Ça veut rien dire en fait, dire je suis premier, deuxième, troisième, parce que ça sous-entend qu'on est en train de parler d'un mot-clé ou d'une requête. Il y a un internaute qui a fait une requête, une recherche. Là aussi, on a l'habitude d'appeler ça un mot-clé, ce qui est vraiment pas une bonne habitude, je trouve, mais bon, c'est pas grave. C'est une recherche, voilà, une requête qui est soit tapée, soit de plus en plus dite à l'oral. Et en fait, les gens, ceux qu'on cible, les fameux buying persona, eh bien, ils ont des idées extrêmement variées pour chercher ce qui les intéresse. Et même si on prend 50 personnes différentes qui cherchent à acheter le même micro, eh bien ils vont avoir quasiment 50 façons de demander à Google. C'est ce qu'on appelle la longue traîne. Donc en fait, le référencement naturel, d'ailleurs, ça concerne aussi l'achat de pub, il est basé sur un très grand nombre de mots-clés. Et c'est parfois difficile d'ailleurs à appréhender. Et donc dire je suis premier, je suis deuxième, je suis troisième, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce qu'en fait, on est premier sur un truc, un mot-clé, on est 18e sur un autre, etc., etc. Voilà. Après, il y a un dernier point, c'est quand même, on pourrait promettre, je vais t'amener premier sur 20 mots-clés. Ah, génial, ça a l'air bien comme offre. Ouais, mais quels mots-clés ? Si c'est des mots-clés hyper compétitifs, ça va être dur. Si c'est des mots-clés que personne ne tape jamais et qui sont absolument pas concurrentiels, c'est à peu près une escroquerie, quoi. Voilà. Et donc, en fait, il y a la notion aussi de volume de recherche. Est-ce que les gens cherchent souvent, chaque mois, on va dire, telle ou telle requête, tel mot-clé. Donc voilà, il y a des outils, et notamment basés sur Google Ads, l'API, qui nous donne ces infos. Combien de fois un truc est cherché sur Google par mois. C'est plus ou moins fiable au passage, mais bon, ça donne des ordres de grandeur. Et donc, j'en arrive à une première définition du SEO, c'est augmenter la visibilité d'un site dans Google ou dans les moteurs de recherche. Donc, la visibilité, elle est liée au nombre de mots-clés sur lesquels on arrive à être visible, évidemment à la position pour chacun de ces mots-clés, qui change tout le temps, et combiner tout ça au volume de recherche
pour savoir si on est premier sur quelque chose qui est souvent tapé ou pas. Voilà, donc il y a des outils. Le meilleur pour ça, je dirais que c'est Systrix, qui a un indicateur qui s'appelle visibilité. C'est un nombre, voilà, 0,5, 1, 2, 10, 20 pour les très gros sites, 500 ou 5000 pour les gigantesques sites comme Amazon, et qui donne un score. Donc ça peut être un KPI, un indicateur à suivre globalement sur l'ensemble de notre trafic. Bon, en réalité, on pourrait aller un cran plus loin. C'est-à-dire que le SEO qui se borne à être visible dans Google et même pas savoir s'il y a eu du trafic, c'est pas terrible. Celui qui regarde s'il a réussi à générer du trafic pour son client, bah c'est mieux, mais c'est toujours pas fini. Parce que ce qui nous intéresse, c'est le trafic qui convertit. Donc un bon SEO, même si il va pas faire tout le job forcément, parce que ça dépend des missions et des tailles de site, il doit avoir absolument en tête d'aider son client à l'objectif final qui est quand même augmenter le nombre de conversions. Donc, si c'est un e-commerce, c'est facile à comprendre, hein, c'est le nombre d'achats ou le chiffre d'affaires qu'on a généré. Mais ça s'applique aussi à d'autres types de sites si jamais on voulait élargir. Par exemple, je sais pas moi, le nombre de revenus publicitaires, le nombre d'inscriptions à une newsletter, etc., etc. Voilà, donc voilà, le but du référencement, c'est d'être visible sur les meilleurs mots-clés, ceux qui vont convertir et générer le maximum de chiffre d'affaires. Je trouve ça hyper intéressant que tu proposes une définition, tu vois, aussi à la fois longue et complète du SEO, parce qu'en fait, c'est quand même un sujet, je trouve, qui est vite raccourci à « je veux être premier dans Google », mais en fait, comme tu le dis... Hop là, j'ai perdu mon micro. Comme tu le dis, ça veut rien dire d'être premier dans Google. Ça dépend d'être premier sur quoi, en fait. Et aussi, est-ce que être premier, ça t'apporte quelque chose ? Et ça, je trouve ça hyper intéressant de voir les choses de cette façon, en tout cas de bien l'expliquer de cette façon, parce que c'est la bonne façon de le voir. Une des questions que je me pose, c'est ok, maintenant qu'on sait ça, comment je fais pour remonter sur le bon mot-clé ? Comment je fais pour c'est quoi un peu, tu vois, genre les grandes les grands, je sais pas, piliers ou les grandes actions que je peux mettre en place pour réussir une fois que j'ai défini les différents mots clés. On en reparlera un peu de comment définir ces éléments, mais c'est quoi un peu les actions que je peux mettre en place pour remonter tout simplement sur je vais prendre Google parce que je pense que c'est le moteur de recherche numéro 1, mais peu importe le moteur de recherche finalement. Ouais. Alors en fait, en SEO, on a souvent l'habitude de dire qu'il y a 3 piliers. On verra si c'est toujours vrai. Le premier, c'est souvent la technique. Donc la technique du site. Déjà, est-ce que le site, il est, on va appeler ça compatible avec Google ? C'est quand même la moindre des choses. Mais ça va plus loin que ça, évidemment. C'est qu'après, il y a des techniques d'optimisation, donc pour être mieux positionné qu'avant, grâce à des aspects purement techniques. Deuxième point, ça peut être le contenu. Enfin, c'est le contenu, le pilier contenu. Donc, contenu, c'est essentiellement du texte, des mots, parce que c'est quand même sur ça que se base Google. Peut-être de moins en moins, on va dire, ou disons que l'image prend un rôle de plus en plus important. On le voit, par exemple, avec Google Lens et pas mal de... À l'avenir même, je pense que ça va encore augmenter. On pourrait aussi parler des vidéos. Tout ça, finalement, fait partie du contenu. Mais c'est quand même en très grande partie du texte. Donc là, il y a énormément de boulot à faire. Voilà, on en reparlera aussi. Troisième pilier, c'est ce qu'on pourrait appeler la popularité, la notoriété de l'ensemble du site en général, ou éventuellement page par page. En fait, c'est quoi l'idée ? C'est que Google aime bien mettre en avant des contenus qui sont populaires parce que finalement des tiers, d'autres sites ont, on va dire, recommandé votre site et donc pour l'aider à se démarquer, quoi. Voilà. C'est aussi pas mal utilisé par Google pour essayer de juger le sérieux du site, en fait. Est-ce qu'il peut avoir confiance dans le site ? Voilà. Donc, ça repose en grosse partie sur ce qu'on appelle les backlinks, les liens vers notre site.
Donc, faire un lien vers un autre, un copain, c'est facile. N'importe quand on veut, on rajoute un lien. Obtenir des liens vers notre site, c'est plus dur. Surtout si on espère, on va dire, suivre les consignes de Google, à savoir, ça doit être spontané ou naturel, et pas autrement. Pourtant, c'est très répandu aussi d'acheter des liens, même si c'est interdit, parce qu'on joue au chat et la souris avec Google, en fait. Voilà. Donc ça, c'est le troisième pilier, c'est essayer d'augmenter notre popularité. Moi, j'aime bien rajouter, depuis maintenant peut-être 5 ans au moins, quelque chose qui serait l'expérience utilisateur. La satisfaction utilisateur même, j'aime bien dire. Souvent, j'ai pris cette image, essayer de comprendre que l'internaute qui arrive sur votre site, donc via Google en référencement naturel, on parle de ça, c'est le client de Google. En fait, c'est pas le client qui paye, mais c'est l'utilisateur chéri de Google. Et on doit en prendre soin. Google, il nous le confie. Pourquoi je dis ça? C'est que si on le déçoit, l'internaute qui vient d'arriver, par exemple, notre page, elle est un contenu superficiel, où le produit qu'on vend, il est pas du tout au prix qui était vu dans Google. Le titre, il était accrocheur, et voilà. Bref. Et l'internaute qui revient en arrière chez Google, Google va s'en rendre compte. On ne peut pas en être certain parce que Google a nié qu'il y avait un impact direct sur le SEO, mais clairement, il y a quelque chose. Donc, il est clair qu'il faut faire attention à satisfaire l'internaute qui vient de Google, il nous l'a confié. Et là, ça a énormément d'implications, en fait. Ça veut dire que notre site, il doit se charger vite, on ne doit pas faire de fausses promesses, on doit réussir à finalement avoir compris à l'avance qu'est-ce qu'il voulait, l'internaute, pour lui proposer ce qu'il faut, quoi. Et ça, c'est balèze, en fait. Mais c'est un peu un mélange des 3 piliers, finalement. C'est-à-dire qu'il faut une bonne technique, il faut que le site soit rapide, soit facile à utiliser, compatible mobile, etc. Il faut que le contenu soit à la hauteur, même au top du top. Et puis, il faut que l'internaute puisse avoir confiance dans le site, comprendre que c'est un site de référence dans le secteur. C'est le 3e pilier. Donc, finalement, c'est aussi une façon de voir les 3 premiers un peu réunis. Donc, quand on a dit tout ça, je ne sais pas si on commence à voir, mais le SEO, c'est ultra vaste. C'est très compliqué d'être bon partout. Et donc, quand on démarre soit le SEO, soit même un site, en fait, on a un boulot quand même assez conséquent pour rattraper les concurrents, parce qu'on est dans un monde qui est par définition très concurrentiel, parce qu'on est tout le temps en train de lutter pour être dans ce fameux top 3 sur Google. Ouais, et en fait, le truc, c'est que ces efforts-là, ils vont avoir un impact à la fois sur le court terme, c'est-à-dire potentiellement tu peux remonter très vite sur certains types de requêtes, mais en fait il va falloir que tu continues à le travailler, parce que dans le même temps tes concurrents vont essayer d'apporter à Google encore plus de valeur que ce que toi tu avais mis en place, donc peut-être ils vont te passer devant, donc en fait c'est un truc sans fin, et tu vas avoir toujours plus de... Enfin, tu vas devoir créer, j'imagine, toujours plus de contenu, t'assurer que tu respectes toujours les conditions changeantes aussi techniquement de Google, donc c'est un travail en plus de ça en continu de ce que je comprends. Ouais, c'est ça. En fait, parfois on prend l'image de quelqu'un qui est locataire et quelqu'un qui est propriétaire, et d'opposer l'achat de pub, Google Ads, et le référencement naturel. C'est vrai que pour la pub, dès qu'on sort la carte bancaire et qu'on est prêt à démarrer une campagne, 5 minutes après, ça marche. Si on arrête de mettre de l'argent, ça s'arrête à la seconde même, quoi. C'est terminé. Et on a quasiment rien investi pour l'avenir, parce que si on a démarré une notoriété, mais ça va pas vraiment plus loin. Ça, c'est le côté un peu, je suis locataire, est-ce que j'ai envie d'être locataire éternellement? Ouais, il y a pas que du bon, quoi. Il y a des avantages, hein. Le mieux, c'est de cumuler les deux, je pense, hein. Mais donc le SEO, c'est clairement beaucoup plus du long terme. Pas long terme non plus, parce que le web, il évolue à une vitesse folle. Et puis on veut des résultats vite, mais clairement c'est souvent à l'échelle de plusieurs mois qu'il se passe des choses. C'est-à-dire que il y a quelques optimisations qu'on peut faire qui se traduisent en jours. En quelques jours, on voit l'impact.
Par exemple, déjà quand on crée un nouveau contenu, qu'on le fait indexer, que Google le positionne, c'est bon, ça va être en quelques jours. Ou on change un titre ou un truc comme ça. Mais sinon, c'est vrai que c'est plutôt pour du moyen long terme. Après, si on fait les choses bien, il y a quand même une stabilité qui est intéressante. Et typiquement, un client qu'on aide en audit ou mettons seulement 6 mois et qu'après il se débrouille tout seul, mais en fait, il profite pendant très longtemps du travail qui a été fait. Mais si les concurrents remettent du budget ou bossent comme des fous, ou éventuellement quand Google il change trop ses règles du jeu, eh bien c'est vrai qu'il faut repartir à la bataille, quoi. Ouais, effectivement, c'est marrant cette cette option un peu genre locataire versus propriétaire. J'entends souvent parler de ça. Je sais pas si en SEO on peut dire que t'es proprio. Peut-être t'es locataire longue durée, tu vois, t'as un 369 mais plus t'as 9 que le 3. Mais effectivement, c'est assez intéressant comme vision. Ce que je te propose, c'est qu'on puisse rentrer un peu plus dans la partie, dans le premier pilier dont tu as parlé, qui est du coup le pilier technique. Et justement, j'avais un peu une question autour de ça, notamment de pouvoir mesurer peut-être l'état technique de mon site actuellement. Tu sais, genre un peu, c'est quoi comment je sais sur quoi je dois bosser dans un premier temps, parce que finalement, le site, la partie technique, il y a énormément d'éléments différents à regarder. Tu as parlé tout à l'heure de vitesse, tu as parlé tout à l'heure d'expérience aussi, peut-être un peu de navigation. C'est quoi déjà la partie technique, tout simplement, en SEO? Alors ça, c'est pas une question simple finalement. Je dirais qu'il y a pas mal de choses à dire. Peut-être qu'on pourrait démarrer les sitemaps. Les sitemaps, c'est quoi? C'est des fichiers qu'on donne à Google en général. C'est pas prévu pour les internautes. Je parle pas d'un plan du site, qui liste toutes les pages qu'on a envie de faire indexer. On espère que Google va les indexer toutes. Déjà, ça veut dire, là, on a un indicateur purement technique. Combien Google il a indexé de nos pages? Sur ce que tu lui as envoyé en tout, en gros. Voilà, quel pourcentage? Donc, quand on a un site vitrine de 10 pages, tout le monde doit réussir à être à 10 sur 10. 10 pages indexées, 10 pages fournies à Google, 10 pages indexées. Quand on en est à 1000 ou 10 000, c'est pas du tout pareil. Surtout que Google, il a évolué. Il est face à un web qui grossit à une vitesse hallucinante. Et c'est pas prêt de s'arrêter avec l'IA. Ça va même être 10 fois pire. Et donc, il devient très, très sélectif, Google. Et donc, ça peut paraître fou, mais un e-commerçant qui dit, tiens, je vais rajouter 50 produits sur mon catalogue, donc 50 pages, et puis 3 jours après, il gueule parce que les 50 pages ne sont pas dans Google. Ben ouais, Google, il n'a pas envie d'indexer tous nos contenus. Donc déjà, un premier indicateur intéressant, je trouve, c'est sur l'ensemble des pages que j'ai fournies à Google, combien il en a indexé. Donc ça, on peut le voir dans Google Search Console. C'est même impératif d'utiliser le compte Google Search Console. C'est une espèce d'interface entre Google et celui qui gère le site ou le SEO. Voilà. Alors, en fait, deuxième point, faut savoir aussi que, là je vais parler un peu technique, donc c'est que Google, il crawl un site. Donc il a plusieurs façons de connaître toutes les pages de notre site. La première façon, c'est celle que je viens de dire, c'est les sitemaps. Mais il sait très bien que déjà tout le monde ne fournit pas un sitemap. Le sitemap, il est peut-être pas à jour. Il a peut-être des bugs dedans, etc., etc. Donc, depuis toujours, Google, il crawl d'une autre façon qui est basique. Il part de la page d'accueil et il suit tous les liens. Comme s'il cliquait sur tous les liens. Donc, il part de la page d'accueil, voilà, il prend toutes les autres pages et puis il recommence éternellement comme ça, tout le temps. Et puis, il recommence aussi à aller régulièrement voir les pages qu'il connaissait déjà depuis longtemps. Donc ça, c'est le crawl, en fait. Et il va trouver, par exemple, parfois, il y a des liens cassés. Il y a des liens qui pointent vers une page qui ne marche plus. Il y a plein de bugs, en fait, sur nos sites. Donc, on doit faire une maintenance. On pourrait aussi, donc, avoir un état de santé qui dit, sur le site, on a trouvé tant d'URL. Si on est parti de la page d'accueil et on a suivi tous les liens comme fait Google, combien on a trouvé d'URL, de pages? Déjà, ça fait un nombre. Sur toutes ces URL, combien il y en a qui marchent? Donc, pour être très précis, on appelle ça un code HTTP 200. Le 404, c'est le fameux, la page est introuvable.
Et voilà, on fait un inventaire, quoi. Combien quel pourcentage de nos pages sont en code de 100? On devrait avoir 100% normalement. Il n'y a pas un Donc, pourcentage que tu peux te permettre de perdre. Tu peux pas dire, bon, j'ai 1% de 404, c'est pas grave, quoi. Il faut que ce ouais, soit bien 100% sûr. de Non, 200 mais, ou tu as un score un peu. non, mais 1%, c'est tout à fait acceptable. Mais en fait, je rappelle que le SEO est concurrentiel. On fait la guerre à Google, on fait la guerre aux concurrents, et tout le monde essaye d'être dans le peu d'espace qu'il y a dans les résultats naturels. On a complètement la main sur notre site et sur les liens qu'on fait. Donc, quelqu'un qui continue de rester des mois avec des liens qui pointent pas au bon endroit, c'est pas normal. Qui viennent pas se plaindre de pas être premier dans Google si il entretient pas assez bien son matériel, en fait. Je sais pas, c'est comme si tu voulais courir un 100 mètres avec des chaussures qui sont en mauvais état. T'as pas fait tes lacets ou je sais pas, un truc comme ça, quoi. Ok, c'est pas très grave, mais non, tu dois atteindre 100% pour des trucs aussi simples. Voilà, ça c'est... Bon, c'est sûr, si le site il fait 1 million de pages, que le CMS il est très complexe et tout, évidemment que tu n'arriveras jamais à être à 100% de code correct, quoi. Mais voilà, un site bien surveillé, moi j'en connais même des gros, je sais pas moi, 100 000 URL, ils ont aucune erreur. Voilà, parce que ça a été très surveillé. Et voilà. Et du coup, si j'essaie de résumer un peu ce que tu viens de me dire, c'est que, en gros, les éléments, le premier élément, c'est déjà de t'assurer qu'en fait, tes pages, elles soient indexées par Google. Et pour ça, tu as deux manières. Tu as le sitemap, donc qui est un petit fichier que tu partages avec Google en continu. Et donc peut-être d'ailleurs là, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, de dire je rajoute 50 produits, est-ce qu'ils ont été ajoutés? J'imagine que tu peux aussi faire un choix de dire je n'ai pas envie forcément d'indexer toutes mes pages et j'ai peut-être envie de dire à Google non, mais indexe seulement celle-ci parce que c'est celle que je considère comme étant les plus importantes ou c'est mes produits phares, donc je veux être sûr de chez sûr que celle-ci elle soit indexée. Et si le sitemap ne fonctionne pas, de ce que je comprends, en fait, il va plutôt utiliser son petit robot de crawl qui va aller se balader sur le site, tester toutes les URL, ou en fait, il va faire les deux d'ailleurs, même, ça se trouve. En fait, la réalité, c'est plutôt qu'il fait d'abord le crawl. Hein. Historiquement, il n'y avait que ça qui existait déjà, et c'est vraiment la base, c'est le truc universel, quoi. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a une espèce de correspondance dans les liens, entre les liens internes et les liens externes. Tout à l'heure, j'ai dit que le troisième pilier, c'était la popularité, et que Google, pour essayer de l'évaluer, pour savoir si un site est populaire, il regarde si beaucoup de gens lui ont fait des liens. On appelle ça des backlinks, parce que c'est des liens qui viennent de l'extérieur vers notre site. Mais en fait, les liens internes, ils ont un rôle majeur aussi. Et ça, les gens ont souvent tendance à l'oublier. Et le premier rôle, c'est justement pour Google de découvrir des pages. Donc, quand il voit une page A qui fait un lien vers une page B sur un même site, eh bien, s'il connaissait déjà la page A et qu'il ne connaissait pas encore la page B, il voit le lien, il se dit tiens, je vais aller voir la page B. Il va crawler la page B. Et si la page B, elle remplit tout un tas de contraintes, donc au niveau technique, elle est bien, elle n'est pas en erreur, elle a du contenu, bref, elle va avoir des chances d'être indexée. Donc en fait, premier niveau, Google doit aller crawler nos pages. Deuxième niveau, il doit les indexer puisqu'il trouve qu'elles sont bien. Si c'est une copie conforme d'une autre de nos pages, ou alors une copie conforme d'un tiers, ben, sans doute que Google va s'en rendre compte, on appelle ça du contenu dupliqué, et elle ne va pas être indexée. Ou alors la page, elle fait 2 lignes de texte, et voilà, il y a un produit à vendre, il y a un descriptif pourri de 2 lignes, il n'y a même pas de photo, et il y a un prix. Bah non, Google il repère que c'est pourri et il se dit bah ça on verra plus tard. Voilà. Donc il est venu voir la page et il a décidé de pas l'indexer. Donc ça c'est mauvais ça. Parce que si elle est pas indexée, bah ça s'arrête là. Hein. Vous êtes hors jeu. Hein. Tout le reste du SEO sert à rien. Voilà. On est en haut d'un espèce. Si t'es pas visible, on est au début d'un espèce d'entonnoir si tu veux. Voilà. En fait, si on parle de cet entonnoir, c'est vraiment ça, le crawl. Est-ce que Google a vu la page? Ensuite, est-ce qu'il a indexé? Et ensuite, est-ce qu'elle a généré des clics, du trafic? Et puis après, même éventuellement, des conversions.
Donc ça, c'était vraiment la Pour première ça, partie finalement technique, enfin la première partie de la partie technique, qui est le fait déjà ouais. d'être indexé. Une fois que Ouais. tu es Alors indexé, que c'est justement, bon. j'ai envie de donner un petit conseil quand même. Comment on fait pour faire indexer toutes nos pages quand on comprend pas quoi. On a notre site, il a l'air bien. On a notre sitemap, on a des liens dans nos pages et tout, et toutes les pages sont pas indexées. Euh, Pas simple. Alors, pas simple parce que je vous ai dit tout à l'heure, Google indexe moins, en proportion, on dirait, moins de pages qu'avant. Parce qu'il y en a trop de possibles, en fait. Trop de sites qui sortent, trop de pages et tout. Et j'ai lu pas mal d'articles de Google sur ça. Ça fait, mettons, depuis 2019, je crois, j'avais déjà vu ça. Google a l'air de se baser sur la qualité qu'il a l'habitude de voir sur votre site. S'il en a une bonne qualité, globalement, quand on rajoute des nouvelles pages, Google se dit, bon, lui, c'est bon, je le connais, je lui fais confiance. La dernière fois que je suis venu, je suis pas venu pour rien. Donc, j'indexerai ces pages. Et quelqu'un qui a l'habitude d'avoir une proportion de pages pourries trop grosse sur son site, même s'il met des nouvelles pages qui sont top du top, eh bien, elle pourrait ne pas être indexée. Et là, en général, quand on a ça, on dit, mais c'est pas possible, il est con ce Google, j'ai mis une page, mais regardez un peu comme elle est bien. Et il dit, mais oui, mais c'est pas cette page ton problème. Le problème, c'est les autres pages que Google connaît avant sur ton site. Donc là, il y a une notion de qualité globale de l'ensemble du site, de l'ensemble des pages qu'on donne à manger à Google. Alors ça, c'est super dur à gérer, surtout quand on en a des centaines, parce que personne ne peut aller évaluer ça à la main. Donc ça tombe bien, parce que moi, dans mon outil RMTech, j'ai un indicateur de qualité. Alors, il vaut ce qu'il vaut, il est basé sur quelques dizaines de critères, essentiellement techniques. Je suis pas Google, j'ai voilà, un algo que j'ai mis au point depuis 7-8 ans, mais qui est pas mal corrélé justement avec est-ce que Google daigne indexer nos pages. Donc cet algo, si tu veux, il essaye de mesurer est-ce que ta page, elle cumule des problèmes. Donc je te donne des exemples. Tout à l'heure, on a dit que les liens, c'est majeur. Donc est-ce que la page, elle reçoit des liens? Est-ce qu'elle reçoit un seul lien dans ton site? Imagine, tu as rajouté un produit, il est au fin fond de ton catalogue, il n'y a qu'une catégorie qui lui fait un lien, et c'est tout. Il n'y a aucune mise en avant du produit nulle part, il est mentionné dans aucun article de blog ou de guide d'achat, il est sur aucune autre fiche produit en produit associé, bref, c'est la misère, quoi. Ça, c'est nul. Donc ça donne pas du tout de chance à la page d'être indexée. Donc le nombre de liens, mais ça peut être aussi des choses hyper simples. Hein. Est-ce que le titre, il fait un mot? Je sais pas, tu vas appeler coque, voilà. Tu vois une coque de smartphone, ou tu appelles ça coque. Le titre de ta page, c'est coque. Ah ouais, génial. C'est une catastrophe, ça. Un titre d'un mot, c'est... Est-ce que ta page, elle a suffisamment de contenu, texte, disons un minimum syndical, quoi. Alors moi, j'ai réfléchi un peu à la question et j'ai vu que selon les types de pages, Google a l'air de s'attendre, mais l'internaute aussi d'ailleurs, à des volumes qui sont différents. Sur une catégorie listing de produits, on ne s'attend pas à avoir une page Wikipédia. Ok, c'est bien une introduction, une présentation de la catégorie, mais ce qu'on veut, c'est un listing de produits, c'est pouvoir les filtrer, les trier, c'est ça qu'on veut. Alors que sur une fiche produit, si le commerçant il a fait des efforts dingues pour présenter le produit, montrer les tests qu'il a fait, répondre à toutes les questions que posent les anciens, enfin les clients ou les futurs clients, ben c'est génial tout ça. Ou s'il y a des avis. Donc en fait, selon les types de pages, on a besoin d'une taille de contenu plus ou moins grosse. Donc moi, j'ai fait un algo qui repère le type de page, le type de site, et qui évalue si on a mis assez de mots en fait dans les pages. Voilà. La vitesse du site, des pages, des choses comme ça. Et donc, en fait, si tu cumules tout ça, moi, je calcule un score entre 0 et 100. Est-ce que ta page, elle accumule des problèmes?
Alors c'est peut-être pas très positif, on va dire, de parler de problème. En fait, il faut un score de 0. Voilà, je l'appelle ça quality risk. Voilà. Faut être à 0. C'est entre 0 et 100. Donc j'ai remarqué que les pages qui sont à 0, elles s'indexent beaucoup plus facilement que les pages qui cumulent des problèmes. Et donc c'est pas mal aussi d'avoir une vue d'ensemble. C'est là où je voulais arriver. Pour un peu terminer cette grande partie une première partie peut-être sur la technique, mais une vue d'ensemble, c'est absolument incontournable. Et donc, moi, j'aime bien avoir une vue d'ensemble de est-ce que j'ai beaucoup de pages qui ont quality risk 0 ? Ça veut dire que ça, c'est quelqu'un qui a bien bossé les aspects essentiellement techniques de son site, ou est-ce que la majorité des pages qui sont à des quality risk, je sais pas, moi, super à 40, 50, alors là, c'est pas des bonnes pages, et 80, t'as à peu près aucune chance que ça marche. Et finalement, connaissant tout ça, on peut calculer un score sur l'ensemble du site, une note, un score technique, un score technique SEO. Donc pareil, là comme c'est un score, je préfère dire celui qui a le maximum, il est bon. Donc toujours sur 100, je dirais il faut 75, 80 à peu près. Au-delà, ça commence à être un peu dur, mais on peut essayer. Ça dépend de la taille des sites. Un petit site, c'est plus facile qu'un gros site. Donc finalement, voilà, si je devais avoir un peu des résumés et donner des indicateurs techniques SEO, si on peut avoir cette mesure, un outil comme RMTech le fait, c'est le score technique SEO global de l'ensemble du site. Après, on peut rentrer dans les détails avec est-ce qu'on a beaucoup de pages qui cumulent des problèmes ou pas. Et puis après, il y a cette histoire d'entonnoir qui était quand même sympa, de dire, moi je sais que j'ai tant de pages sur mon site, Google il en a crawlé tant, il en a indexé tant, et puis même à la fin, si on fait la liaison, on va dire avec un outil de perf comme Google Search Console, est-ce que mes pages, elles ont généré du trafic ? Voilà. Donc, en audio, c'est pas forcément simple, mais on imagine un peu un dessin avec un entonnoir où on essaie de pas perdre trop à chaque étage, quoi. Voilà. Mais écoute, de toute façon, sur la partie visuelle, ce que je ferais, c'est que j'ai toujours je fais toujours à côté des épisodes une sorte de récapitulatif textuel, donc qui sera disponible sur e-commerçon.com. Tu pourras me partager si tu veux 2-3 images et on pourra mettre ça directement sur ce récap. Donc si tous les internautes souhaitent y accéder, ce sera une bonne façon de le faire. Merci beaucoup pour cette vision hyper complète de la partie un peu technique et une explication, je trouve, hyper claire en fait, de choses que même moi j'avais un peu de mal à saisir sur la partie, sur la qualité globale du site. J'aime bien cette vision de dire en fait c'est pas un travail uniquement one shot où tu vas faire la plus belle page au monde mais toutes les autres elles vont être éclatées et du coup tu arrives et tu dis mais je comprends pas je rank pas numéro 1 sur cette page là. Ouais, mais en fait Google il te donne des bons points aussi parce que tu as mis des bons points avant en fait. Et que les autres pages de ton site, elles sont qualitatives. Et donc, ça va générer derrière d'avoir une indexation plus gentille. En fait, juste parce qu'il a confiance en toi. En fait, tu crées aussi un peu une sorte de confiance de Google. Donc ça, c'est assez cool. Est-ce que, assez rapidement, sur la partie technique, au-delà du maillage, au-delà de ce score, est-ce qu'il y a d'autres points qui sont importants ? Tu as parlé un peu de vitesse. Est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça que tu regardes qui sont purement techniques et qui sont importants à regarder dès maintenant ? Alors, il y en a un qui est majeur et qui est d'ailleurs souvent au cœur des problématiques des e-commerçants. C'est la notion de profondeur, de maillage interne, de pagination. Voilà, tout ça, ça va ensemble. On pourrait en parler. Déjà, premièrement, la profondeur. Qu'est-ce qu'on appelle la profondeur d'une page ? Alors souvent, il y en a qui se trompent et ils croient que c'est lié à le nombre de répertoires qu'il y a dans l'URL. Complètement idiot, mais pourtant très très fréquent. C'est parce qu'on est habitué à voir sur nos ordinateurs et nos disques durs la façon dont nos dossiers sont rangés en fait, en local sur un ordi. On voit des répertoires et on se dit voilà, plus c'est au fin fond de sous-répertoire, plus c'est profond le fichier. Mais sur le web, c'est pas ça, parce qu'en fait, comment on navigue sur le web, sur un site ? En cliquant sur des liens. C'est pas en naviguant en répertoire, ça n'existe pas.
La notion de répertoire n'existe pas sur le web. Donc pour savoir si quelque chose est profond sur le site, trop profond, eh bien ça va être combien il faut de clics sur des liens depuis la page d'accueil. En combien de clics je trouve, mettons, une fiche produit. Donc je vais devoir cliquer à tel endroit dans le menu, puis à tel autre endroit, puis à tel autre endroit. J'ai besoin de combien de clics? Voilà. Donc souvent on nous parle de la règle des 3 clics. C'est celle dont j'allais parler. Ouais, tu connais, ouais. Ouais, j'en ai pas mal entendu parler. D'ailleurs, c'est un des trucs que je dis à mes clients. Je leur dis attention à un peu la règle des 3 clics. Alors, pas forcément dans une logique SEO, mais même peut-être juste dans une logique d'humain où tu n'as pas envie d'aller cliquer 5 fois pour aller trouver. Tu vas avoir la flemme en fait d'aller à plus de 3 clics pour acheter en fait. Mais carrément. Et d'ailleurs, c'est intéressant. D'ailleurs, moi, j'aime bien me baser sur des chiffres. Ma boîte, je l'ai appelée Ranking Metrics. Je voudrais me baser sur des choses que je mesure. Voilà. Tant que je peux mesurer des choses, c'est cool parce que je peux plus facilement prendre des décisions et même les expliquer à un client. Et pour la profondeur, c'est très facile de voir que plus une page est profonde, plus ses performances SEO s'écroulent. Et moins il y a de monde qui même consulte les pages, même sans parler du SEO. Il suffit de regarder un outil de stats sur notre site. Combien de gens sont allés sur des pages de profondeur 1, 2, 3, 4 et jusqu'à votre maximum. Bon, mesurer la profondeur, c'est pas si simple parce que faut un outil qui va crawler le site. Et puis, je sais pas si tu vois, mais il y a quand même pas mal de fois des pages où il y a plusieurs chemins pour les trouver. Tu peux très bien cliquer sur un endroit, puis un autre, bref. Donc, on va calculer le chemin le plus court. D'accord? S'il y a jamais, il y a plusieurs chemins pour accéder à une page. Et donc, c'est très, très, très courant de voir que les pages de profondeur 1, c'est celles qui ont les meilleures stats. 2, beaucoup, ça commence à chuter. Voilà. Maintenant, est-ce que tout le monde peut faire en 3 clics? La réponse, non, évidemment. Tu vas pas dire à la Fnac ou à Darty, pour pas dire à Amazon, que tous leurs produits doivent être accessibles en 3 clics. Ils en ont trop. Toutes les marketplaces ne peuvent pas. Mais c'est pas grave. On peut dire, OK, vos 5000 premiers, les 5000 premières pages, elles doivent être dans le top 3 en profondeur 3 max. C'est hyper important. Donc, tous tes produits phares, ils sont à quelle profondeur? Donc ça, c'est une question majeure qu'on doit se poser. Voilà. Ensuite, il y a des façons d'optimiser le maillage, parce que comme la profondeur est basée sur les liens, c'est la notion de où est-ce que je fais des liens pour réduire la profondeur. Donc, souvent, je donnais ça en exemple en formation. Tu es un e-commerçant, tu vends plein de meubles et notamment, tu vends des tables. Tu as 500 modèles de tables différents, vraiment des produits différents. C'est pas la couleur ou je sais pas quoi. 500 à vendre. Tu crois que tu vas faire une seule catégorie que tu vas appeler table? Et les internautes, ils vont s'amuser à aller en page 2, page 3, page 4. Et ça n'a aucun sens. Il faut au minimum mettre un moteur à facettes avec des façons de filtrer. Mais pour les SEO, c'est pas mal si Google a aussi accès à ces sous-catégories finalement. Donc au minimum faire des sous-catégories de plusieurs façons. Je sais pas, est-ce que c'est des tables en plastique ou en bois ou en fer? Est-ce que c'est des tables rondes, carrées, rectangulaires? Est-ce que c'est des tables de jardin, des tables de salon, etc. Et à chaque fois qu'on fait tout ça, on va se positionner sur des nouveaux mots-clés. Et aussi, la profondeur sera plus faible globalement. Voilà. C'est beaucoup, et pour l'internaute, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, ça va générer plus de ventes. C'est assez intéressant parce qu'en fait, la manière dont tu présentes les choses, je trouve que, tu vois, en même temps que tu m'en parles, je fais une connexion directe avec la notion de contenu dont on va essayer de parler un petit peu après ensemble, qui est de dire, ouais, effectivement, si tu as 5000 tables, ça vaut peut-être pas le coup d'avoir une catégorie qui s'appelle table et tu mets tes 5000 dedans, mais tes 5000 tables, il y en a des carrés, il y en a des rectangles, il y en a des en bois, des en métal, il y en a qui sont vendus avec des chaises, d'autres sans chaises. En fait, pourquoi pas faire des catégories dans ces trucs-là? Et en fait, après, tu te rends compte que, en fait, ce que les gens vont chercher sur Google, c'est table rectangulaire en bois. Et donc en fait, tu t'es lié au contenu. Mais je trouve ça marrant je trouve ça hyper intéressant que tu l'apportes du côté technique avec la règle des 3 clics, parce que du coup, il fait encore. Enfin, en fait, ça fait la logique
total de ah mais oui, mais en fait c'est la manière dont les gens cherchent quoi. Et c'est, enfin bref, voilà, je trouve que c'est une vision assez intéressante et peut-être qu'on a assez rarement de ce genre de sujet quoi. Ok, et donc on parle de faire des liens là. Donc faut savoir, il y a un autre truc en SEO, c'est quand une page A fait un lien vers une page B, bah le lien il est placé sur des mots. Il y a des mots qui sont cliquables. Donc en anglais ça s'appelle anchor text, texte d'ancrage ou encre. Voilà, l'encre d'un lien c'est les mots cliquables. Donc par exemple ça va être table basse. Voilà, table basse c'est cliquable et il va de la page A vers la page B. Donc quand la page A fait un lien comme ça, table basse vers la page B, ça aide la page B à être mieux positionnée dans Google sur table basse. Bien sûr, également sur d'autres requêtes qui sont proches, genre table basse pas cher. Mais généralement, on a plusieurs endroits dans notre site où on va faire des liens vers cette fameuse page B. En tout cas, je vous le conseille. Parce que s'il y a un seul endroit pour faire un lien vers cette fameuse table basse, elle n'est pas assez mise en avant. Voilà. Donc, s'il y a plusieurs endroits dans le site où on lui fait un lien, pourquoi toujours utiliser table basse, table basse, table basse, tout le temps pareil? C'est idiot, parce qu'on a peut-être d'autres choses à dire sur cette table basse. Peut-être qu'il faudrait préciser qu'elle est noire laquée ou qu'elle est en fer forgé ou je sais pas quoi moi, ou qu'elle est d'une certaine marque et que les gens ils s'intéressent à cette marque. Et donc, si on fait ce travail de dire tiens, sur la page A je l'ai appelée table basse, sur la page B parce que le lien il est mis dans une autre phrase, dans un autre contexte. Le texte du lien va être différent. Et bien ma page B, sans que je l'ai même bossé, elle va être mieux positionnée qu'avant dans Google sur d'autres requêtes. Si je fais ça, pas seulement avec 2 encres différentes, mais 3, 4, allez, 10, on va en faire 50, ça devient très balèze. Mais allez, une dizaine, mais ça a des conséquences mais gigantesques. C'est extrêmement efficace de varier les textes de liens, comme ça, les encres, dans les liens internes. Encore une fois, là, je parle en interne. Bon, c'est pas forcément simple. Quand tout est automatisé dans un CMS, et par exemple, les fiches produits, la plupart du temps, elles reçoivent des liens qui ont été construits complètement automatiquement sur des listings produits, sur des produits associés. C'est pas forcément simple. Mais peut-être qu'on a pensé à faire une zone éditoriale sur notre site, un blog, un guide d'achat, ou voilà. Et là, on va mettre des super liens vers des catégories, parce que les catégories, c'est quand même plus stable que les fiches produits, mais peut-être aussi vers certains produits qui sont phares, et on va varier les textes de liens. Donc là, on a un mélange, là, je suis un peu en train de basculer de techniques vers plutôt optimisation sémantique, finalement. Mais c'est parce que ça fait partie aussi du maillage, et que c'est absolument majeur, voilà. D'ailleurs, là, je suis à fond, c'est l'actu en ce moment, je sors dans mon outil un truc justement pour travailler le maillage interne. Parce que souvent, les gens qui font un audit, ils me disent « Ouais, ok, ton outil, il me dit que ma page, elle reçoit pas assez de liens. » Ou alors, elle reçoit des liens, mais tout le temps le même texte de lien. Comment je fais qu'est-ce que je vais faire comme autre texte de lien? Comment je trouve des idées? Et puis surtout, depuis quelle page je vais faire des liens? Parce que si t'imagines, si tu dis toutes les pages vont faire des liens vers toutes les pages. Comme ça, ça va faire beaucoup de liens partout. Parce que tu as dit tout à l'heure qu'il fallait beaucoup de liens. Bah ouais, mais le but, c'est que les liens ils soient quand même intéressants pour les internautes. Donc on va pas non plus mettre 1000 liens dans une page en se disant ça sera mieux pour les SEO. Donc en fait, si on suit un peu les algos de Google, on comprend que c'est quand même mieux de mettre ça sur des pages populaires, disons, pas au fin fond du site, parce que celles-là, elles auront moins de poids. Mais il est pas si bête Google, il essaye aussi d'évaluer la thématique des pages. Donc, sur une page qui parle de table, eh bien, tu peux faire des liens vers d'autres pages qui parlent de table. Mais tu vas essayer d'éviter de faire un lien qui parle de
je sais pas moi, de voyage, ça n'a rien à voir, hein, ou alors peut-être un autre produit que tu vends, mais qui est quand même complètement à l'opposé, quoi. Donc en fait, je résume, pour booster une page en SEO, par le maillage uniquement, il faut lui rajouter des liens, depuis des pages pas trop au fin fond du site si possible, et qui sont thématiquement proches. Et une fois que tu as fait cette sélection, tu vas essayer de varier les textes de liens. Parce que comme ça, tu vas te positionner sur plein de variantes de tes mots-clés. Voilà. Ça a l'air simple comme ça. Souvent, ça l'est d'ailleurs, mais ça prend un peu de temps. Mais je répète, un avantage énorme, on a la main dessus. On est chez nous. C'est pas comme les fameux backlinks qui sont très puissants, enfin qui peuvent être très puissants si on les choisit bien, mais on n'a pas la main dessus. C'est pas chez nous. Donc, c'est plus dur. Ouais, mais en fait, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à parler des backlinks, mais finalement, en fait, ne serait-ce que les liens en interne, comme tu le dis, c'est super carrément. puissant. Et en fait, je pense on s'en rend pas trop compte parce que je pense qu'il y a aussi cette notion de dire que tu navigues sur ton site vachement par la navigation. Et même en tant que e-commerçant, tu as l'habitude de naviguer sur ton site. Donc, tu navigues pas forcément comme un client lambda qui voudrait rechercher une table basse et qui arrive sur la page table et qui se dit « Ah ouais, peut-être que en fait, table basse laquée dans cet article, ça m'intéresse parce que c'est ça que je veux. » Tu as vachement cette logique aussi où tu n'es pas l'utilisateur final de ton site. Donc, voilà, mais la partie maillage est peut-être un peu moins importante. Ouais, c'est dangereux, ouais. Juste sur ça, ça m'inspire un truc. Là aussi, on a souvent un biais, c'est que on oublie qu'avec le SEO, enfin, on peut oublier qu'avec le SEO, les gens, ils arrivent sur n'importe quelle page. Ils débarquent de Google. Parfois, c'est la première fois qu'ils découvrent le site par n'importe quelle page. Donc, quand tu dis, ouais, nous, on a l'habitude de naviguer, on sait, on part par là, on va par là. Essayons d'imaginer que l'internaute, c'est la première fois qu'il voit le site et il débarque par n'importe quelle page. Est-ce que c'est simple de comprendre où est-ce qu'on débarque et est-ce qu'on s'approprie facilement la navigation ? C'est un point, non, mais c'est un point super important que tu mets en avant. Et d'ailleurs, il y a un sujet, quand tu m'as parlé tout à l'heure des différentes thématiques de pages, et je me souviens sur mon propre site, on avait fait à un moment donné des audits avec un autre outil qui s'appelle SEMrush, qui nous donnait en gros un peu des intentions des intentions de recherche aussi. Donc, si je dis pas trop de bêtises, il y avait 4 intentions différentes, type informationnel, transactionnel, navigationnel, et je ne sais plus quelle était la 4e. Commercial, ou commercial, effectivement. Est-ce que c'est ce que tu entendais aussi par les intentions ou est-ce qu'il y avait aussi d'autres... Enfin voilà, peut-être tu peux parler un peu de ce sujet-là, parce que j'imagine que c'est important aussi de bien comprendre l'intention de l'utilisateur. Alors c'est très proche du contenu, hein, j'imagine en termes d'approche, mais... Oui, ça y est, on bascule dans la partie contenu. Effectivement, la notion d'intention est majeure aujourd'hui. On en parlait très peu il y a quelques années et pas du tout il y a 10 ans, je pense. L'intention de recherche, en fait, quand on dit ça, c'est qu'est-ce qu'il avait en tête l'internaute quand il est allé sur Google et qu'il a fait telle ou telle recherche. Donc, allez, on va continuer avec mon histoire de table basse. L'internaute, il va sur Google et imaginons qu'il tape juste table basse. Mais lui, dans sa tête, il a d'autres idées. Et c'est là que c'est très compliqué. Donc, Google essaye de deviner, grâce à la requête, grâce à toutes les autres requêtes que le gars il a fait, grâce à ce qu'il connaît sur ce genre de requêtes, etc., tout l'historique, quelle est la réelle intention de recherche quand il cherche en fait table basse. Et c'est très peu connu, mais en fait Google il réécrit les requêtes. C'est-à-dire on fait une demande à Google, il va l'interpréter, il va éventuellement la modifier sans qu'on le sache. Et il va répondre à la requête modifiée qui, selon lui, sera plus pertinente. Et elle inclut finalement des choses qui décrivent l'intention de recherche. Je me rappelle d'un exemple un peu idiot que Google avait donné, quelqu'un qui cherche endroit pour manger une pizza. Bon, bah clairement, la requête, elle est nulle. C'est pas comme ça, quoi. En fait, si on disait pizzeria, ça serait peut-être mieux. Et finalement, Google, il va pas répondre à la requête endroit pour manger une pizza. Il va répondre à la requête pizzeria. Ou pizzeria proche de tel endroit. Parce qu'il sait que ça, c'est une recherche locale.
Donc l'intention de recherche, Google est devenu très très fort pour la deviner. Et ce qui est assez déstabilisant, c'est que ça peut évoluer. C'est-à-dire que ce qui était vrai il y a 1 an ou il y a 6 mois peut changer d'après Google. Il peut se tromper, mais il peut aussi ne pas se tromper. Et donc en fait, il y a des fois, on a une page qui est moins bien positionnée qu'avant. On a l'impression qu'on n'a rien fait sur elle. Et c'est parce que l'intention de recherche, selon Google, elle est plus tout à fait pareille. Donc imaginons quelqu'un qui cherche ses tables basses dans Google. Avant, il y avait, je sais pas, des catégories ou des fiches produits de tables basses qui sortaient. Et aujourd'hui, il y a un comparatif des meilleures tables basses. Je sais pas, hein, c'est juste un exemple comme ça pour comprendre que quelqu'un qui fait une page de type « je compare des choses », même si c'est pour rester chez lui, hein, c'est pas la même chose que quelqu'un qui fournit une fiche produit de la meilleure table basse du moment. Et si, dans l'intention de recherche, selon Google, l'intention de recherche, c'est « en fait, je veux comparer », alors il va lister des gens qui comparent. Donc en fait, nous, il faut qu'on comprenne quelle est l'intention de recherche principale de nos personas. Mais pour chaque contenu qu'on veut booster, quoi. Et une manière de faire, c'est tout simplement d'avoir des intuitions, de se dire tiens, si je cherche table basse ou je sais pas quoi, qu'est-ce qui sort dans Google ? Donc s'il y a que des comparatifs qui sortent, ça sert à rien de faire autre chose qu'un comparatif. S'il y a plein de vidéos qui sortent, si t'as pas de vidéo sur ton site, t'es mort, etc., etc. Ouais, ça, c'est vraiment une première façon rapide de voir l'intention de recherche telle que Google, lui, l'a évaluée. C'est regarder ce qui sort bien aujourd'hui, quoi. Et essayer de faire mieux, mais en gardant la même intention. Voilà. Effectivement, tu lui demandes directement la requête sur laquelle tu veux te positionner et tu regardes les 5-10 premiers résultats qui remontent et en fait, souvent tu te rends compte que c'est les mêmes. J'avais fait le test sur mon site aussi et en fait, effectivement, à chaque fois, c'est un peu les mêmes. Sur certaines requêtes un peu génériques, on avait toujours des pages collections qui remontaient. Et sur d'autres, c'était que des pages de blog sur le sujet qu'on traitait. Et c'est marrant parce que moi, j'aurais pensé que, par exemple, certaines requêtes étaient beaucoup plus transactionnelles en mode page produit, alors que pas du tout, c'est envoyé sur du blog. Et parfois, ton intuition aussi humaine, elle est un peu déconnectée de ce que Google va en fait réellement proposer et la vision que lui, il a de l'intention de recherche. Ouais. Mais attention, là, tu dis, on fait notre mot-clé, mais justement, est-ce qu'on cherche le bon ? Parce que là, je dis table basse, mais si ça se trouve, il y a des requêtes vachement plus importantes, toujours pour vendre des tables basses, que ça. Et donc, faut aussi tâtonner. Je veux dire, peut-être on va utiliser des outils qui nous suggèrent d'autres mots-clés, ou on va regarder encore dans Google les questions, les recherches associées. Bref, c'est pas du premier coup qu'on trouve le meilleur mot-clé pour notre page. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on l'a trouvé, on regarde bien ce qui sort. Si c'est presque tous les contenus du même type, faut faire le même. Et si on voit qu'il y a un peu un mélange, c'est que Google, il n'est pas trop sûr de son coup. Il a remarqué qu'il y a des gens qui préfèrent de l'informationnel, d'autres du transactionnel, d'autres du commercial, etc. Dans ce cas-là, on a un peu plus de chance avec le contenu qu'on veut. Mais écoute, merci pour cette partie, parce que je trouve que la transition est toute trouvée sur la notion de mots-clés et de requêtes. Comment on trouve en fait les bonnes requêtes sur lesquelles se positionner ? Tu disais tout à l'heure que finalement le SEO, c'est de se positionner sur les bonnes requêtes avec le bon volume et qui vont générer des bonnes conversions quand on est en e-com. Mais je pense, moi, la première question que je me pose, c'est où est-ce que je me positionne ? Quels sont les mots-clés que je choisis ? Quelles sont les requêtes que je choisis ? Alors, quand on est au tout début, on n'a pas vraiment d'historique pour notre site. Une façon simple et d'ailleurs gratuite, c'est justement d'aller dans Google, rien que sur les SERP, comme on dit. Les SERP, c'est les pages de résultats des moteurs de recherche, donc là de Google. Et on regarde tout ce qui apparaît. Donc, il y a des questions, autres questions posées. Ça nous aide beaucoup à comprendre le genre de mots-clés importants. Il y a des recherches associées en bas. Ou alors, si on est en train de commencer à taper
que ce soit sur ordi ou sur mobile d'ailleurs, Google nous fait des suggestions au fur et à mesure qu'on cherche et qui sont basées sur ce que cherchent la plupart des gens. On peut d'ailleurs jouer avec le caractère étoile pour dire quel mot pourrait remplacer. Qu'est-ce que je pourrais dire moi on cherche des tables en bois, mais peut-être qu'il y a un mot entre table et bois. Table de salon en bois ou table de jardin en bois. On va mettre quoi ? On va mettre table, astérisque, là, les étoiles, et bois. Et hop, Google, il nous affiche des trucs. Après, bon, évidemment, il y a plein d'outils qui scrapent ça, hein, qui récupèrent ça, et qui nous permettent de les interroger aussi. Donc ça, c'est une première base de travail, qui est déjà super bien entre nous. Hein. Si on se base sur ça, on regarde aussi, très important, les titres des concurrents, et notamment les titres dans Google Ads. J'aime bien aussi regarder ça, parce que, surtout sur des sujets concurrentiels, il est clair que, vu les sommes en jeu, ceux qui font des annonces, en général, ils ont quand même bien bossé leurs titres. Ils ont choisi les mots qu'ils utilisent. Il ne faut pas complètement les ignorer, même quand on bosse le SEO. Parce que c'est une source d'inspiration. D'ailleurs, si nous-mêmes on fait aussi des campagnes, on a aussi le même genre de boulot de recherche de mots-clés à faire. Donc il doit être fait plus ou moins conjointement avec, pour les deux équipes, on va dire. Donc ça, c'est toute une première phase. C'est-à-dire que si on démarre de zéro, c'est tout ça qu'il faut faire. Mais imaginons que j'ai, mettons, 1 ou 2 ans d'historique. Là, j'ai quelque chose qui est vachement plus complet et gratuit, c'est Google Search Console. En fait, il y a très longtemps, plus de 10 ans, on avait accès aux mots-clés dans Google Analytics. C'est-à-dire qu'on pouvait savoir, les gens, par quels mots-clés tapés dans Google, ils étaient arrivés sur notre site. Et puis, Google a décidé, pour X raisons, de couper ça. Bon, je ne m'étends pas, on a cette info dans Search Console. Donc, dans Google Search Console, il y a un truc pour avoir les requêtes. Donc, les requêtes, c'est ce que les gens ont tapé ou dit par oral et qui a fait une recherche sur Google. Et ça nous dit quelle page a reçu le clic. Ou alors, pas forcément eu de clic, mais en tout cas, on est apparu dans les résultats. Donc, c'est une mine d'or, en fait, ce truc. On peut choisir les périodes, on peut comparer les périodes, on peut dire j'aurais pour l'ensemble du site, ou alors pour que mes collections, que mes fiches produits. Enfin, ça dépend des URL, hein. Notre format d'URL. Ça peut être, je sais pas moi, toutes les requêtes qui contiennent tel mot, et après on peut faire un export. Bon, l'inconvénient de ça, c'est que on est limité à 1000. Donc, quand c'est des mots-clés, on n'a que 1000 mots-clés. Quand on travaille les pages, c'est pareil, on n'a que 1000 pages. Pour les pages, c'est pas forcément un problème, encore que ça dépend des sites. Mais pour les mots-clés, souvent, on aime bien en avoir beaucoup plus. Et ensuite, travailler dans un outil genre un tableur pour filtrer comme on a envie. Voilà. Bon, les plus doués, ils vont utiliser l'API. Donc, il va falloir coder un peu. Avec l'API de Search Console, on peut aller récupérer tout. Donc évidemment, dans mon outil, moi, c'est ce que j'ai fait. L'outil, il utilise l'API. Donc mon outil, cette fois-ci, c'est plus la technique, c'est console. Donc ça s'appelle RM Console. Voilà, ils s'appellent tous RM quelque chose. Donc RM Console, tout simplement, il va se plugger à la Search Console par l'API officielle. Il récupère toutes les datas. Donc s'il y a besoin de trouver 100 000 mots-clés, il récupère 100 000 mots-clés. Et là, après, c'est là où on peut rajouter des filtres. Il y en a qui sont préparés à l'avance, en fait. Par exemple, tu veux toutes les requêtes commerciales, intention commerciale. Donc, nous, on a préconfiguré des mots qui veulent dire que la requête, l'internaute, il est en train de vouloir acheter ou de comparer. Et donc, ça, pour un e-commerçant, c'est top parce que le filtre, il est déjà fait. Et puis, il n'est pas limité à 1000. Et puis, s'il veut, il peut dire ouais, mais j'aurais que pour cette partie du site ou que pour cette thématique en mettant quelques mots-clés. Et voilà, il a une étude de marché. Et là, ce qui est assez puissant, c'est que ça, c'est nos personas. C'est pas ce qu'un outil tiers dit. Globalement, voilà, sur l'ensemble du web, les mots-clés les plus
les plus tapés pour les tables basses, c'est ça. Ok, mais moi, peut-être que j'ai un positionnement différent avec mon site. J'ai une clientèle différente. Elle a des façons différentes de chercher. Search Console, c'est l'endroit numéro 1 pour aller regarder quels mots-clés ils utilisent, quelles questions ils se posent, comment ils associent les mots. Et c'est une mine d'or, ça. C'est absolument génial. J'ai aussi un fil pour chercher, par exemple, les questions. Ça, c'est absolument top. Tu sais pas trop quoi faire pour ajouter du contenu dans une catégorie, ou tu veux carrément faire un article de blog, se baser sur les questions, c'est top. Parce que les gens, c'est très bien, ils posent beaucoup de questions à Google, et Google, il adore les contenus où il y a une question et puis une réponse claire et nette derrière. Bon, bah ça, alors là, c'est pas que pour les e-commerçants, mais récupérer les questions, c'est pareil, c'est absolument génial, ça. Ça donne vraiment beaucoup d'idées. Et ouais, en fait, c'est hyper intéressant d'avoir toutes ces catégories. Et justement, il y a une question qui me vient en parlant de ces catégories. Quand tu es e-commerçant, on aurait tendance à vouloir focaliser d'abord les catégories qui sont transactionnelles, puis remonter jusqu'aux questions. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu recommandes en termes de stratégie de création de contenu, justement, d'avoir une sorte de stratégie où tu vas commencer par le transactionnel, puis tu vas remonter vers des intentions moins proches de l'achat, ou c'est pas forcément la meilleure approche, il faut faire un peu les deux en même temps ou... Alors les SEO en général ils répondent ça dépend. Donc je vais te dire ça dépend. Ça dépend, ça dépend par exemple de ta notoriété. Si tu es un site ultra connu, tout est plus facile pour toi. Tu fais le contenu un peu dans l'ordre que tu veux, mais tu peux même attaquer le transactionnel. Parce que pour le transactionnel, souvent c'est des requêtes qui sont beaucoup plus concurrentielles. Et parce que le business, il est très proche derrière. Hein. La carte bancaire, elle est très proche là. Donc c'est plus dur. Ça veut dire quoi? À l'inverse, si tu as un site pas trop connu ou pas très ancien, se frotter à des requêtes difficiles transactionnelles, c'est pas forcément la meilleure idée parce que ça va être, il y aura moins de résultats en fait. Tu vas mettre du temps à avoir des résultats. Donc tu peux être découragé ou pas bien investir ton temps ou ton argent. Donc dans ce cas-là, vaut mieux s'écarter un peu effectivement dans le processus d'achat, de remonter en amont, essayer de se mettre dans le crâne de qu'est-ce qui intéresse en fait les gens. Peut-être que mon produit, ce n'est qu'une solution, mais eux, ils ont un autre besoin. Ils ont un besoin, ils veulent, je sais pas moi, ils veulent repeindre leur chambre. Bon, qu'est-ce qu'il faut? Après, les produits à acheter, c'est accessoire. En fait, ils voulaient repeindre leur chambre. Donc là, on est en train de remonter effectivement dans le tunnel le voyage, comme ils disent les Américains, là, de l'internaute, hein, entre son besoin et le point final qui va être l'achat ou les achats sur ton site. Et donc là, oui, c'est hyper intéressant de faire d'autres contenus. Par contre, ne pas s'éparpiller. Un conseil, c'est tout à l'heure on a parlé de thématiques, c'est pas pour rien. Et le maillage. Tu as sûrement déjà entendu parler de cocon sémantique, de silos, de topic cluster, des choses comme ça. C'est pas pour rien. Ça marche mieux quand Google a compris qu'on maîtrise un sujet, qu'on a plein de contenus riches dessus, qui se renforcent les uns les autres. Quand je dis des contenus, c'est des pages à chaque fois, hein, qui se renforcent les uns les autres, et donc qui vont se faire des liens, comme je l'ai décrit tout à l'heure. Et par exemple, je sais pas, là, je te parle de table basse depuis le début. Bon, voilà, tu vas montrer que t'as une offre riche en table basse, faut le prouver. Et si tu fais des articles de blog sur les tendances du moment en 2023 sur les tables basses, et c'est un article, puis après tu vas en faire un autre et un autre et un autre, et qui cible bien tes clients finaux. Et comme tout ça, tu vas astucieusement les mailler, faire des bons liens, et bien tu vas montrer à Google que tu es incontournable sur ce sujet. Et ensuite, tu passeras à un autre sujet, et puis un autre sujet. Et comme ça,
C'est plus comme ça qu'il faut bosser, je pense. Donc, en fait, si je suis par exemple un site de. Allez, je vais prendre un exemple dans la continuité de la peinture, un site de bricolage, et que je vends à la fois du matériel pour faire de la peinture, mais à côté de ça, je vends, supposons, je sais pas moi, du matériel de bricolage, genre des clous, des marteaux, des choses comme ça, qui n'ont rien à voir directement avec la peinture et que je veux augmenter en SEO. En gros, l'idée, ça va être de dire, je vais prendre le champ sémantique un peu et les requêtes liées à la peinture. Je vais essayer de travailler toutes ces requêtes-là avec tous les niveaux d'intention que je peux trouver et tous les mots-clés, les requêtes possibles. Une fois que j'aurai fait ça, je vais m'assurer que tous mes contenus, donc toutes mes pages différentes, elles sont bien linkées entre elles, ce qui va me faire une sorte de un peu de grosse bulle dans laquelle tout va communiquer entre eux plus ou moins bien avec notre maillage, avec notre tout à moins de 3 clics au maximum de la page numéro 1. Et puis après, je vais te dire, tiens, maintenant, il faut que je travaille plutôt sur la partie menuiserie, marteau, etc. Et je vais faire le même taf. Éventuellement, je vais peut-être mettre 2-3 liens entre les deux bulles, parce que peut-être que pour... je vais dire une bêtise, mais pour poser mon papier peint, je vais avoir besoin de clous pour, je sais pas, le mettre en haut. J'en sais rien, je dis une bêtise. Hein. Ouais. Et donc, du coup, je vais mettre 2-3 liens, mais l'idée, c'est que Google comprenne bien qu'il y ait une bulle peinture, qu'il y ait une bulle bricolage, qu'elles peuvent légèrement communiquer sur certains points, mais surtout pas que, en fait, on ait une espèce d'énorme bulle peinture-bricolage, quoi. Si je retraduis ce que tu viens de me dire. Hein. Et si on se dit, on fait pas tout pour Google, on va essayer de réfléchir aux internautes, il faut qu'il y ait aussi une logique pour les internautes. Et parfois, on peut prendre l'image d'un livre avec des chapitres. Imaginons que je te propose un livre de 200 pages sur le bricolage à la maison. Et il a 50 chapitres de 4 pages. 50 chapitres qui survolent le truc. Donc, il t'a à peine expliqué la menuiserie ou faire des trous avec ta perceuse qu'il passe à un autre chapitre. Donc, tu vas pas aimer ce bouquin parce que tout a été survolé et t'as à peu près rien appris. T'aurais préféré avoir 4 gros chapitres bien costauds qui te décryptent 4 thématiques de bricolage à la maison. Voilà, et ben c'est ça là, il faut faire pareil. Et donc celui qui part dans tous les sens et qui se dit plus je mets de pages sur mon site, mieux c'est, et puis dans l'ordre que je veux et tout, bah c'est super mal organisé, ça va pas marcher. Ok, ouais, c'est hyper clair. En fait, je trouve que parfois les mots utilisés en SEO, qu'on parle de cocon sémantique, de silo, etc., je trouve peuvent faire peur pour des novices. Sur le sujet, ou même tu vois, des gars un peu avancés en se disant mais ça a l'air d'être extrêmement complexe en fait à faire. Mais finalement, je trouve que tu expliques assez bien le concept et que c'est facile à mettre en schéma. Et on va essayer de faire ça d'ailleurs dans le récap ensemble. Si tu as 2-3 schémas à me partager, de pouvoir expliquer ces gros concepts avec des schémas, je trouve que c'est toujours quelque chose qui aide. Je trouve qu'on a abordé pas mal de sujets sur le SEO. Est-ce que toi, tu vois d'autres sujets qu'on n'aurait peut-être pas abordés, sachant que ça fait quasiment déjà 1h15 qu'on enregistre ensemble, donc c'est probablement mon plus long podcast à date. Mais est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu verrais être importants pour le SEO, histoire que finalement cet épisode ce soit un peu une sorte de masterclass de ce qu'est le SEO, ou en tout cas je dirais des piliers les plus importants d'une stratégie SEO solide pour les prochaines années? Disons, je pense que celui ou celle qui suit tout ce qu'on a dit sur la partie technique et contenu, là, il a un peu de quoi s'occuper les jours qui viennent. Et il y aura pas mal de succès, je pense. Il manque un point qui est... je t'en avais parlé quand on a préparé, et qui est majeur en fait pour tous les sites, mais qui est beaucoup plus facile à expliquer pour le e-commerce. C'est la notion de je dois surveiller mon site au jour le jour pour pas qu'il y ait un grain de sable qui vienne faire tout dérailler. Ou alors, je sais pas, je continue avec la maison et nos bricolages. J'ai une fuite dans mon toit. J'ai juste une tuile qui est fissurée, quoi. C'est idiot, mais ça fait pas grand-chose. Hein. Une tuile fissurée, ça fait un peu d'eau qui coule et tout. Et puis un jour, 2 jours, un mois, 6 mois. Et si tu mets plus de 6 mois à t'en rendre compte, bah, quand tu t'en rends compte, tu vois qu'en fait, tu as eu beaucoup de dégâts. C'est pareil en SEO, en fait. Si tu as des problèmes techniques,
ou éventuellement d'autres, ça peut être de contenu, hein, et que tu les négliges parce qu'en fait tu surveilles pas. Et tu vas mettre du temps à t'en rendre compte. Essaye un peu avec le recul d'imaginer combien tu as perdu d'argent. C'est-à-dire que alors, des cas de figure, j'en ai des dizaines tellement j'ai eu de retours d'expérience sur ça. Je me rappelle d'un qui est récent sur un e-commerçant. Tu vois très bien ce que c'est que le module de produits associés. Donc sur une fiche produit, on te recommande d'autres produits. C'est même pas que pour les SEO d'ailleurs, hein, c'est du cross-selling et tout, c'est top. Le truc, il avait sauté. Donc il marchait plus. Donc en fait, le maillage interne, et s'était pris un gros coup parce qu'il y a plein de liens qui avaient disparu sur l'ensemble du site. Et il a mis trop de temps à s'en rendre compte. Et en fait, ça fait maintenant quelques années que moi, je propose une option quand on fait des audits de sites avec l'outil automatique. Hein. Au lieu de dire, tiens, je vais faire un audit parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait un. Non, on va dire à l'outil, tu me lances un audit tous les la fréquence que tu veux, mettons toutes les 2 semaines. Allez, toutes les 2 semaines, j'aurai qu'un nouvel audit. Mais c'est pas pour avoir un audit. Bon, ok, c'est bien de savoir qu'est-ce qui déconne sur mon site, mais c'est surtout qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois. Parce que quelqu'un qui fait des audits régulièrement et qui voit une masse de choses, de chiffres dans tous les sens, des graphiques et tout, il en a plein la tête et en fait, il a même plus trop envie de le regarder. Mais si on te dit, non, je vais te montrer que ce qui a changé. Donc, potentiellement, il n'y a que 3 trucs. Bon, très bien, il n'y a que 3 trucs. Et ces 3 trucs, ils étaient prévus ou pas ? C'est hyper intéressant de le savoir. Je veux dire, si tu n'avais rien touché sur ton site et qu'il y a un nouvel audit qui est sorti et qui te montre les variations, eh bien, tu es censé rien trouver parce que tu n'avais touché à rien. À l'inverse, tu vas dire, tiens, j'avais confié telle mission à telle personne, interne ou externe, peu importe. Est-ce que ça a été fait ? Est-ce que l'outil il confirme ? Oui, ça a changé et tout. Et donc là, par exemple, le client, nous, on avait repéré avec, on appelle ça la surveillance, l'outil de surveillance. Le maillage interne avait sauté parce que on voyait que le nombre de liens internes vers les fiches produits avait chuté, etc., etc. Ça peut être aussi que, bizarrement, tu as un problème technique, tu as fait une mise à jour du CMS, puis d'un seul coup, je sais pas pourquoi, il y a des pages qui sont avec du no-index. Donc ça veut dire, tu dis à Google, surtout, tu n'indexes pas la page. Purée, si tu as ça qui débarque alors que c'était pas prévu, la page, elle dégage de Google, c'est ultra violent, tu as intérêt à être prévenu le plus vite possible, pas 1 mois ou 3 mois plus tard quand je sais pas qui gère le SEO se rend compte, tiens, c'est bizarre, tu as des pages qui ont disparu, quoi. Donc voilà, nous on a ça, et puis on a combien, 50, 60 critères qui sont surveillés. Et puis, comme ça, t'es prévenu, quoi. En fait, t'as un système d'alerte. Voilà. Tu reçois des alertes par mail. Tiens, voilà, on a repéré que ça peut être aussi, tiens, il y a des nouvelles pages qui sont arrivées. Il y a des pages qui ont disparu. Est-ce que c'est normal ? Là, le titre qui a changé, est-ce que c'est normal ? Et après, si t'as pas envie d'être prévenu pour tel ou tel critère, tu le désactives, parce que on connaît bien les alertes, faut pas qu'il y en ait trop, sinon tu les regardes plus. Mais ça, je pense que c'est incontournable de faire ça, quoi. D'ailleurs, tu gagnes du temps à te concentrer que sur ce qui a changé, plutôt que repartir sur un audit complet à chaque fois, quoi. Voilà. Donc ça, les e-commerçants sont parmi ceux qui préfèrent utiliser cette fonctionnalité, et je les comprends bien, quoi. Ouais, mais c'est hyper intéressant, et je trouve que du coup ça boucle un peu la boucle du podcast où on disait au début, qui est de dire en fait ton SEO tu dois aussi le maintenir pour pouvoir rester dans les meilleures positions. Et donc j'aime bien ta comparaison avec cette tuile. Si tu l'as réparée rapidement, en fait tu vas pas perdre tes places. Et pour un e-commerce, en fait c'est pas juste des places, c'est du trafic, c'est de la noto, et puis à la fin c'est des euros sur ton compte en banque, etc. Donc c'est quand même un sujet hyper important. Écoute, merci beaucoup d'avoir approfondi ce dernier sujet. Je pense que ça valait le coup d'en parler aussi.
Ce que je te propose, c'est qu'on puisse passer sur un peu la conclusion de ce podcast. J'ai toujours un peu 3 questions que je pose à mes invités, mais je t'ai pas prévenu que j'allais te les poser. Donc c'est parfait, tu vas pouvoir y répondre un peu comme ça, comment dire, à vif. En gros, l'idée, c'est de dire, la première question que j'ai pour toi, pardon, ça va être... est-ce qu'il y aurait par exemple un exemple ou une anecdote que tu aurais à nous raconter, que tu as mis en place dernièrement, hein, je sais pas, dans les 2-3 dernières années, avec un de tes clients et qui reprend un peu ce qu'on a vu ensemble dans le podcast et qui a eu un impact majeur pour lui sur son SEO. Je te laisse réfléchir 2 secondes si tu veux, mais voilà. Alors moi, là où je me fais le plus plaisir, c'est les sites un peu gros, sachant que c'est une définition qui veut rien dire. Bon, moi, je dirais quelques dizaines de milliers de pages minimum. Et là, le maillage interne, il est décuplé, quoi. Et je me rappelle d'un client qui avait, je lui ai annoncé au premier audit, et le PDG était là. Vous êtes le record du pire site en termes de profondeur et de maillage. Donc le gars au début il savait même pas ce que ça voulait dire. Je lui explique, il comprend. Et il était limite à vouloir engueuler ceux qui avaient fait le site comme ça. Mais en fait c'est pour dire ça se corrige relativement facilement et les résultats sont extraordinaires. Mais c'est parce que c'est décuplé aussi par la taille du site. Donc moi, j'ai envie de dire, je sais pas gérer un site de 10 pages. Ça fait rire, mais c'est bien le cas. Il y a trop peu de choses à faire, ça m'intéresse pas tellement. Mais voilà, sur un site, allez, même avec 1000 pages, quand on bosse le maillage, surtout si on part d'une situation franchement pas top, les résultats, mais ils sont extraordinaires, quoi. Voilà, c'est assez technique, mais c'est à la portée de beaucoup de monde. Ouais, donc l'angle maillage, pour toi, il est fondamental et en soi, il n'est pas si compliqué à faire. Il faut juste se forcer lorsque tu écris ton contenu à bien faire tes bonnes encres, les renvoyer vers les bonnes pages et essayer de trouver deux, trois façons de tourner les mots pour que ça veuille dire globalement la même chose, mais que ce soit un peu dans le champ sémantique. Tu peux utiliser ta recherche sémantique, mais ChatGPT aussi, en fait, maintenant, qui peut te proposer plein de versions du même mot ou plein d'évolutions du même mot. Il fait gagner du temps à trouver des idées, bien sûr. Mais écoute, merci pour cette anecdote. La deuxième question que j'ai en général, c'est est-ce que tu as, toi, des outils alors, tu vas me parler, j'imagine, de ton outil en particulier, mais est-ce qu'il y a des outils pour toi qui sont indispensables à toutes les personnes qui veulent faire du SEO aujourd'hui ? Alors, le premier outil, c'est Search Console. Google Search Console, c'est absolument indispensable pour la partie purement SEO, hein, je parle. Si on veut aller quand même un cran plus loin, au-delà, je veux dire, du SEO, ça va être un outil de Web Analytics. Donc, Google Analytics, si on n'est pas trop fâché avec lui, notamment avec GA4 qui est un peu plus dur à assimiler. Et puis, toutes ces histoires de cookies et de RGPD qui sont assez gonflantes. Mais c'est à peu près indispensable d'avoir un outil de ce genre. Voilà. Ensuite, pour la partie SEO, il faut un crawler. Donc ça, c'est complètement indispensable. Je vois pas comment on peut faire autrement. Donc un outil qui va crawler le site, comme Google fait, et qui régurgite toutes les données, et si possible de façon digeste. Donc par exemple avec une synthèse, quoi. Moi j'ai beaucoup bossé la partie synthèse dans mon outil RMTech, parce que sinon on comprend rien. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Un outil de suivi du positionnement. Donc si on veut se simplifier la vie, finalement on peut aussi le faire grâce à les données de Search Console. Maintenant il en existe plein, hein, des outils de suivi du positionnement. Parfois c'est un peu cher, mais des outils de recherche de mots-clés. Donc il y en a plein des gratuits là, franchement c'est faisable. Voilà, la partie analyse de liens, moi je l'utilise, mais surtout pour piquer les bonnes idées des concurrents. Analyser les propres liens d'un site, c'est surtout pour faire la différence avec les autres et voir depuis quel site je n'ai pas encore réussi à avoir des liens. Mais ça va pas beaucoup plus loin que ça. Donc c'est moins important.
Ok. Voilà une première série d'outils. Ouais. Bah, super. Et de toute façon, je pense qu'il y a aussi ton propre outil qui est assez intéressant sur ça. Est-ce que tu aurais, comment dire, on pourrait mettre peut-être un petit lien en description de l'épisode pour rediriger du coup les internautes SEOs vers ton Ouais, outil pour ceux qui souhaiteraient même un gros l'utiliser. lien, on peut mettre. Ouais. Ouais. On va mettre Ouais. une encre sur ça pour ceux qui veulent l'utiliser. Est-ce que tu aurais peut-être alors je te pose la question, hein, une petite offre pour les internautes SEOs qui souhaiteraient utiliser ton outil? Ah, alors ça, c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé. Ouais, bah on peut se prévoir ça. Moi, je peux offrir des crédits en plus à ceux qui viendraient faire un achat. Donc, des crédits, c'est un crédit égale une URL. Donc, en fait, si on a un site de 1000 URL, bah, on a besoin de 1000 crédits pour faire un audit. Donc, bah, on décidera un peu, mais on donnera un code et comme ça, ceux qui passent par ce podcast, bah, ils auront un bonus sur cet achat-là. Bah, super, écoute, merci pour eux. On mettra ça sur le site de e-commerçons et en description de l'épisode aussi pour ceux qui le souhaitent. Et ma dernière question, c'est une question sur les médias et les outils que tu utilises pour te former et rester un peu à jour sur justement le SEO, peut-être même le e-commerce en général si tu as l'habitude de travailler avec des e-commerçants. Est-ce que tu aurais des recommandations à faire à nos internautes sur le sujet? Ah oui, alors là, il y en aurait plein en fait. Enfin, j'ai pas forcément des noms si bien que ça en tête, tellement c'est varié. Il y en a pas qui s'imposent vraiment quoi. Euh, je suis toute la communauté SEO en fait. Il y a beaucoup de partage, hein, mine de rien, encore aujourd'hui. Bon, peut-être moins qu'il y a 10-15 ans parce que il y a beaucoup plus de business. Mais j'y suis aussi bien sur Twitter que sur LinkedIn. Bon, évidemment, la communication de Google, elle est incontournable. Donc, après, il faut la décrypter, il faut lire entre les lignes parce que c'est de la com, hein, ils disent un peu ce qu'ils veulent. Mais il y a, par exemple, il y a Search Liaison sur Twitter. Donc, en fait, c'est Danny Sullivan derrière. Donc, ça, c'est vraiment les trucs très, très officiels, quoi. Voilà, il y a quelques comptes Twitter chez Google. Voilà. Après, moi, j'aime bien regarder aussi ou écouter des podcasts et des vidéos, que ce soit en déplacement ou parfois en même temps que je bosse. Et là aussi, c'est très très riche. Donc, tu le sais très bien et c'est super qu'on y participe, quoi. Bah écoute, merci beaucoup pour ça. Ce qu'on fera, c'est que tu pourras me donner éventuellement un peu les différents contenus que tu lis si tu veux. Et puis je les mettrai aussi Ouais. sur la page du coup du récap. Écoute, Olivier, merci beaucoup pour ton temps, pour ton énergie et pour aussi toute cette pédagogie autour du SEO. C'est hyper intéressant. Moi, j'ai appris plein de trucs. J'espère que nos internautes aussi. Cool. Et, Ouais. et puis, bah, je te souhaite une excellente journée. Salut. Merci. À Ciao. bientôt. Salut.